Elle venait juste de s'asseoir en première classe. Mais en quelques secondes, tout a basculé. Une hôtesse l'a humiliée, l'accusant d'avoir volé son billet. Ce que personne ne savait, c'est que cette femme était la véritable propriétaire de l'avion. Et ce jour-là, elle allait changer toute une industrie. Voici l'histoire de Naïma Elora Wade, la femme qui a transformé l'humiliation en pouvoir. Avant de commencer, abonnez-vous dès maintenant à Moral History. Cliquez sur le bouton « J'aime » et dites-nous en commentaire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Le soleil brillait sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle ce matin-là, tandis que les passagers se pressaient vers le vol AF731 à destination de Johannesburg. En première classe, tout respirait le luxe feutré, fauteuil en cuir ivoire, champagne déjà servi, murmure poli d'un personnel bien formé à la discrétion. Dans cet univers réservé à l'élite, une femme noire monta à bord. Elle s'appelait Naïma Elora Wade. Silhouette gracieuse, regard pose. Un tailleur bleu nuit parfaitement coupé épousait ses courbes. Et ses escarpins sobres trahissaient un goût certain pour la distinction discrète. Elle ne portait ni bijoux clinquants, ni marque voyante. Juste une montre fine héritée de son père. Et une élégance naturelle qui ne demandait pas à être validée. À première vue, elle ressemblait à n'importe quelle femme d'affaires. En réalité, Naïma était l'une des copropriétaires majeures de cette compagnie aérienne. Un détail que personne, à bord, ne semblait savoir, ni s'intéresser à connaître. Elle s'installa à son siège 1A, s'apprêtant à profiter d'un vol tranquille, avec pour unique bagage un roman relié en cuir et des notes de réunion confidentielles. Rien dans son attitude ne trahissait sa position réelle dans la hiérarchie invisible du pouvoir. Et pourtant, dans ce monde ordinaire, l'équilibre allait bientôt se rompre brutalement, car l'élégance de Naïma dérangeait. Et ce matin-là, le privilège invisible allait être violemment mis à l'épreuve. À peine Naïma eut-elle ouvert son roman qu'une ombre s'imposa devant elle. L'hôtesse en chef, Clara Von, une femme au chignon strict et à la voix coupante, se pencha vers elle sans sourire. « Madame, je vais devoir vérifier votre billet, » dit-elle froidement. Naïma releva les yeux, surprise. Elle tendit calmement son ticket électronique. « Il doit y avoir une erreur, » murmura Clara après un rapide coup d'œil. « Ce siège est réservé. Vous êtes sûrement monté par erreur. » Quelques passagers en première classe tournèrent la tête. Les regards, curieux ou méprisants, commencèrent à peser. « Je crois que tout est en ordre, » répondit Naïma, posée. « Mon billet est bien pour le 1A. » Clara Serraidit. « Madame, je vous prie de vous lever immédiatement. Vous ne pouvez pas être ici. Ce billet est probablement frauduleux. » Le mot claqua dans l'air, brutal. Un murmure se répandit comme une onde. Certains passagers sortirent leur téléphone. Lauantai-tensi on monta. Naïma resta assise, son regard désormais fixe, droit dans les yeux de Clara. « Je vous suggère de vérifier de nouveau avec votre supérieur. » Mais Clara, piquée dans son autorité, appela 2 membres de l'équipage. On insista. Sous le poids de l'humiliation, Naïma finit par se lever sans un mot. Elle fut escortée jusqu'à un siège vide en classe économique. Pour la première fois depuis longtemps, on l'avait traitée comme une intruse. Elle, la femme derrière les murs dorés de cette entreprise, venait d'être renvoyée à l'arrière du monde, assise en classe économique, entre un adolescent qui mâchait bruyamment un chewing-gum et un homme d'affaires qui ne lui jeta même pas un regard. Naïma fixa le dossier du siège devant elle. Elle aurait pu, à cet instant, exiger la reconnaissance qui lui revenait. Un simple appel à son bureau suffirait à faire débarquer Clara Von sur le champ. Mais elle ne bougea pas. Ce n'était pas par faiblesse. C'était par lucidité. Elle connaissait ce monde. Elle savait que la colère d'une femme noire, même riche, même puissante, était souvent interprétée comme une menace. Dans cette cabine, elle n'était pas actionnaire, ni propriétaire. Elle était juste une passagère noire en première classe. Et pour certains, cela suffisait à éveiller le soupçon. Autour d'elle, personne ne lui parla. Quelques regards fuyants, un soupçon de gêne. Une vieille dame au fond du rang la salua d'un petit hochement de tête, peut-être de solidarité. Mais personne ne se leva. Naïma sentit en elle l'appel de la confrontation. Mais quelque chose en elle l'en détourna. Ce n'était pas encore le moment. Elle devait observer, comprendre l'ampleur du problème. Si elle agissait maintenant, ce serait personnel. Or, ce qu'elle venait de vivre n'était pas un simple affront. C'était le symptôme d'un système. Alors elle resta là, en silence, les mains croisées sur son livre fermé. Tandis qu'à l'avant de l'avion, Clara riait avec un pilote comme si de rien n'était. Alors que l'avion fendait les nuages à 10 000 mètres d'altitude, une voix grave se fit entendre à côté de Naïma.
Ce n'est pas la première fois que cette hôtesse agit comme ça. Mais cette fois, elle a choisi la mauvaise personne, non? Naïma tourna légèrement la tête. Un homme dans la cinquantaine Parpepoivre et sel et trekart perant. l'observait calmement. Il tenait un carnet usé sur ses genoux. Louis Renard, dit-il en tendant la main. Ex-journaliste. Enfin, jusqu'à ce que je sois remercié pour avoir trop parlé de discrimination systémique dans les grandes compagnies. Dont celle-ci, d'ailleurs. Naïma haussa un sourcil, intriguée. Elle serra sa main. Naïma, je sais qui vous êtes, répondit-il doucement, en baissant la voix. Je vous ai reconnu dès que vous êtes monté à bord. Et j'ai filmé toute la scène. Elle le fixa, surprise. Pourquoi ne pas être intervenu? Parce que j'ai appris que dans ce genre d'histoire, une image vaut 1000 cris. Et que les cris d'un homme blanc ne valent rien face au silence filmé d'une femme noire humiliée. Louis sortit son téléphone, lui montra la vidéo. L'hôtesse, la scène, l'injustice, tout y était. Il appuya sur pause. Vous avez une opportunité ici. Ce n'est pas juste votre histoire. C'est celle de centaines de personnes invisibles. Et vous avez le pouvoir de faire plus que répondre. Vous pouvez révéler. Naïma regarda l'écran, puis Louis. Un éclat naquit dans ses yeux. Elle venait peut-être de trouver l'allié qui lui manquait. Le vol touchait bientôt à sa fin. Les lumières de l'aube caressaient déjà les nuages sous l'appareil. Et une voix annonçait l'atterrissage imminent. Mais pour Naïma, l'atterrissage symbolisait autre chose. Le moment de descendre du silence. Elle sortit lentement son téléphone. Ouvrit une application sécurisée réservée aux actionnaires principaux. Puis tapa un message concis adressé au PDG de la compagnie et au service juridique. Incident à bord du vol AF 731. Je demanderai un entretien à l'arrivée. Veuillez ne prendre aucune mesure avant que je m'exprime. NEW. Louis, à côté d'elle, hocha la tête en voyant l'écran. Vous entrez dans l'arène. Alors? Non, répondit-elle calmement. J'y étais déjà. Je viens juste de retirer le masque. Une fois l'avion au sol, Naïma ne se précipita pas. Elle laissa les passagers descendre. Prit son temps pour remettre son tailleur en place. Lisser sa coiffure, récupérer son calme. Lorsqu'elle sortit de l'appareil, elle fut accueillie par une agente au sol, qui, sans savoir à qui elle avait affaire, lui demanda « Avez-vous apprécié votre vol, madame ?» Naïma la fixa, puis sourit doucement. « Disons que certaines vérités vont bientôt décoller. » Elle marcha d'un pas ferme vers le salon exécutif privé, flanqué de Louis, qui filmait déjà les couloirs vides. Derrière eux, l'équipage commençait à apprendre qu'un vent de changement soufflait, et qu'il venait de la cabine 1A quelques heures après l'atterrissage. Une réunion exceptionnelle fut convoquée dans une salle feutrée du siège parisien de la compagnie. La présence de Naïma et Laura Wade avait semé la panique silencieuse. Personne ne comprenait comment une simple passagère, reléguée en classe éco quelques heures plus tôt, avait désormais le pouvoir d'exiger un conseil d'urgence. Naïma entra dans la pièce, suivie de Louis Renard, désormais officiellement désigné comme son conseiller indépendant en communication. Les visages autour de la table affichaient des sourires tendus. Parmi eux, elle reconnut Émile Drex, directeur juridique, toujours prompt à défendre l'image de l'entreprise, et Gareth Mullin, actionnaire influent, déjà connu pour avoir contesté la place de Naïma lors de son entrée au capital. Naïma diffusa la vidéo. Silence. Malaise. Claravonia paraisait. Accusatrice, sûre d'elle, brutale. Voilà comment vos employés traitent une propriétaire de cette entreprise. Imaginez comment ils traitent les autres, dit-elle calmement. Certains membres du conseil tentèrent de minimiser l'incident. Parlant de maladresse isolée. Mais Louis révéla qu'une enquête interne menée il y a 2 ans avait recensé plus de 80 signalements pour comportements discriminatoires dans les cabines. Épreuve après épreuve, le voile tombait. Clara n'était pas seule. Elle était le symptôme. Naïma commençait à identifier ses véritables ennemis. Ceux qui savaient et qui se taisaient. Naïma savait que ce qu'elle venait de déclencher n'était qu'un prélude. La réunion avait ébranlé l'image parfaite de la compagnie. Mais le vrai combat restait à venir. Démanteler un système enraciné dans des décennies de pratiques silencieuses. Elle passa les jours suivants enfermée dans un bureau vitré, au 27e étage du siège, avec Louis à ses côtés. Autour d'elle, dossiers, rapports internes, témoignages de personnel licencié. E.T. Notes Confidentials. À chaque page tournée, une vérité plus amère se révélait. Clara n'était qu'un pion dans une culture d'entreprise toxique tolérée, parfois même encouragée par des décideurs haut placés. Elle convoqua un second conseil, cette fois à huis clos, avec les actionnaires majoritaires. C'était sa descente dans la caverne.
là où le danger devenait invisible. Masqués sous des sourires d'investisseurs, Naïma leur présenta un plan. Audit externe complet des pratiques internes. Réforme des critères de recrutement en cabine. Création d'un comité de surveillance inclusif. Campagne publique d'excuses et de transparence. Un murmure parcourut la salle. Certains hochèrent la tête. D'autres, comme Gareth Mullin, croisèrent les bras, déjà en train de calculer les pertes de profit. Ce genre d'initiative, c'est bon pour les communiqués de presse. Pas pour les dividendes, lâcha-t-il avec un sourire. Naïma le fixa droit dans les yeux. Alors préparez-vous à perdre plus qu'un dividende. Vous allez perdre une génération entière de clients. Elle s'était engagée. Et il n'y aurait plus de retour. La convocation fut envoyée à l'ensemble du conseil d'administration. Pas dans une salle de réunion banale. Cette fois, ce serait dans l'auditorium du siège. Devant un public restreint mais influx, actionnaires, juristes, presse spécialisée et anciens employés renvoyés pour avoir dénoncé des abus. Naima arriba en Taigeuri Boire. La tête haute, les cheveux relevés en couronne. Elle savait que derrière les sourires de façade, les couteaux étaient tirés. Et au centre de tout cela, Gareth Mullin, désormais en campagne ouverte pour la discréditer. Il avait préparé son attaque. Vous avez agi de manière émotionnelle, sans consulter les autres actionnaires. Pire, vous avez menacé la réputation de cette entreprise avec des décisions unilatérales. J'exige un vote de défiance, lança-t-il froidement. Silence dans l'auditorium. Mais Naïma n'était pas venue les mains vides. J'ai ici un document datant de 2009, signé de la main du fondateur même de cette compagnie, où il me lègue ses parts personnelles à la condition que je veille à son intégrité morale. Ce document me donne, en cas de crise éthique majeure, voix prépondérante. Elle projeta l'image du document sur l'écran. Le sceau, la signature, les témoins. Un murmure choqué secoua la salle. Gareth, blême, tenta de protester. Mais il avait perdu. Devant tous, il s'était dévoilé comme l'homme qui préférait les dividendes à la dignité. Naïma, elle, venait de franchir la tempête. Pas seulement pour elle, mais pour tous ceux qu'on avait humiliés dans l'ombre. Le vote de défiance échoua. Gareth Mullin fut poussé à la démission dans les semaines qui suivirent, sous la pression d'investisseurs alarmés par la tournure publique de l'affaire. L'auditorium qui avait failli devenir la scène de l'exclusion de Naïma était devenu le théâtre de sa légitimation éclatante. Mais elle ne célébra pas. Elle agissait. Clara Von fut immédiatement suspendue, puis licenciée après enquête. Plusieurs autres membres du personnel accusés de comportements discriminatoires furent mis en cause. Naïma mit en place un comité de justice interne dirigé par d'anciens employés réhabilités. Et elle nomma Louis Renard à la tête d'un nouveau pôle, éthique et inclusion, avec un mandat clair. Reconstruire une culture, pas une façade. Elle lança une série de réformes profondes. Formations obligatoires sur les biais inconscients. Accès équitable aux postes à responsabilité. Canaux de plainte anonymes garantis par des observateurs indépendants. Et, symboliquement, la renumérotation du siège 1A. Desormise baptize Wade 1. En hommage silencieux à cette révolution, des articles parurent. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Non pas pour faire d'elle une victime, mais une figure de changement déterminée. Mais Naïma ne chercha ni caméra, ni trophée. Sa récompense n'était pas dans les éloges. Elle était dans les regards croisés dans les couloirs, ceux qui osaient à nouveau espérer. Quelques mois plus tard, l'avion Élégance 731 décollait à nouveau de Paris vers Johannesburg. La cabine de première classe brillait comme au premier jour. Mais quelque chose d'invisible avait changé. L'air semblait plus léger, les sourires plus sincères, les regards plus attentifs. Une plaque en laiton discret, fixée près du siège 1A, portait une inscription, en mémoire d'un voyage vers la dignité. Naïma et Laura Wade, assises dans ce même siège, observaient par le hublot les nuages défiler. Elle ne cherchait plus à être reconnue. Elle savait que son nom, désormais, vivait dans les protocoles, les politiques, les mentalités. Son combat n'avait pas seulement nettoyé une compagnie, il avait ouvert la voie à tout un secteur. Louis Renard entra dans la cabine. On dirait qu'ils apprennent à voler autrement maintenant. Naima Surit. Ils ont simplement compris qu'on ne pilote pas un avion avec des préjugés. Le vol continua paisiblement. Elle ferma les yeux, se rappelant cette humiliation publique qui avait tout déclenché. La douleur, transformée en moteur. Le silence, devenu arme. Le pouvoir, réinventé en responsabilité. À son arrivée, des employés l'attendaient. Certains anciens, d'autres nouveaux. Tous voulaient lui dire merci. Elle se contenta d'un geste,
la main sur la plaque, avant de murmurer, pour elle-même. Ce n'était jamais pour moi. C'était pour que plus personne n'ait à se taire. Et dans ce ciel apaisé, Naïma et Laura Wade, la propriétaire silencieuse, venaient d'atterrir dans l'histoire.